les 10 étapes pour construire ton portefeuille en bourse 100% ETF. Salut à tous, c'est Quentin, investisseur ETF via le DCA et aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les 10 étapes pour construire ton portefeuille en bourse, donc un portefeuille équilibré, un portefeuille diversifié et un portefeuille basé sur les ETF. Donc je vais faire comme si je recommençais de zéro, hein. Vraiment, je vais commencer de zéro comme si je n'avais pas un seul euro investi afin que tu puisses comprendre, parce qu'aujourd'hui sur internet on voit vraiment un paquet d'informations sur quelle est la meilleure stratégie en bourse, quelle est la meilleure stratégie pour investir, quelle est la meilleure stratégie pour s'enrichir. Donc aujourd'hui je vais vraiment tout synthétiser pour que tu puisses avoir un portefeuille ETF solide, diversifié et durable. Comme toujours, sachez que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, elle n'est que mon avis et investir comporte des risques de perte en capital. Première étape pour constituer ton portefeuille ETF, savoir pourquoi tu investis. Il est très intéressant, il est très important de vouloir investir, gagner de l'argent, etc. Mais il est essentiel de savoir pourquoi tu investis. En fait, savoir pourquoi tu investis, ton objectif va déterminer ton horizon et ton niveau de risque, donc ta tolérance au risque. Donc typiquement, est-ce que tu investis pour t'acheter un bien immobilier? Est-ce que tu investis pour ta retraite? Est-ce que tu investis pour avoir de l'indépendance financière? Personnellement, je sais que mon premier objectif, c'est l'indépendance financière. Alors peut-être que plus tard, cela m'aidera à investir dans d'autres biens immobiliers en plus de ceux que j'ai maintenant. Cela m'aidera également pour ma retraite. Mais le but, c'est l'indépendance financière. Et surtout, je suis patient. J'ai un horizon d'investissement d'au moins 10 ans. Donc, je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo. Mais c'est en sachant pourquoi tu investis que tu vas pouvoir mieux définir ton portefeuille, savoir si tu es tolérant au risque ou pas. Et surtout, savoir dans quel type d'actifs tu vas investir, hein, que ce soit des actions, des obligations, de l'or, éventuellement un peu de crypto. C'est très important de savoir ça. C'est la première étape. C'est l'étape la plus théorique, je dirais. Deuxième étape, on se rapproche petit à petit de la pratique, choisir ton horizon d'investissement. Alors, attention, la bourse n'est pas, en tout cas selon moi, un outil pour s'enrichir du jour au lendemain. Je sais qu'il y a des gens qui vont te dire que via le trading, ils font de l'argent. D'autres personnes vont te dire que via les effets de levier que l'on peut utiliser sur certains courtiers, il est possible de s'enrichir rapidement. Moi, je te le dis par expérience, la bourse, c'est un très bon outil d'enrichissement, mais à long terme, sur plusieurs années. Alors, je dirais que globalement, moins de 5 ans, la bourse n'est pas adaptée. Si tu veux vraiment t'enrichir sur moins de 5 ans, il va falloir utiliser d'autres domaines, d'autres moyens d'enrichissement comme l'entrepreneuriat, par exemple. Mais la bourse, selon moi, c'est un outil qui demande plusieurs années pour vraiment commencer à s'enrichir. Si ton horizon d'investissement est compris entre 5 ans et 10 ans, c'est quand même relativement court pour la bourse. Je le dis, il va falloir une allocation prudente car les stratégies plus offensives, les stratégies les plus intéressantes sur le long terme ont de la volatilité. Tu peux te retrouver avec des pertes, en tout cas des moins-values latentes. Même si, tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu, mais avec des moins-values latentes sur quelques années. Et le troisième horizon d'investissement, qui est celui que je préfère, c'est plus de 10 ans. Donc là, tu as beaucoup plus de flexibilité. Tu peux même viser un portefeuille ETF offensif avec plus de volatilité si tu sais que les actifs sur lesquels tu investis vont finir par remonter. Alors certes, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Toujours est-il que historiquement, on a une bonne vision, on a un bon historique sur les marchés américains, par exemple le S&P 500 sur plusieurs décennies. Donc si comme moi, tu as un horizon d'investissement supérieur à 10 ans, tu vas pouvoir te permettre plus de choses et c'est là que ça va être plus intéressant en termes d'enrichissement. Donc globalement, j'ai noté que plus ton horizon est long, plus tu peux chercher de la performance via les actions. Personnellement, j'investis principalement sur les ETF actions. Alors je vais en reparler. Il y a également les ETF obligataires, les ETC or, mais le plus gros de mon portefeuille est centré sur les ETF actions, car oui, je sais qu'il y a de la volatilité à court terme, mais pour moi, les actions, en tout cas les grosses capitalisations, ne sont pas risquées si on a un horizon d'investissement d'au moins 10 ans. Troisième étape assez complémentaire à l'étape précédente, déterminer ton profil de risque. Alors il n'y a pas vraiment de bon portefeuille sans savoir combien de volatilité tu peux supporter. Alors la tolérance à la volatilité, elle est très différente d'une personne à l'autre. Déjà mentalement, il y a des gens qui sont plus capables de supporter la volatilité. Je précise que beaucoup de gens, les statistiques le montrent, les études le montrent, que la plupart des gens perdent de l'argent avec la bourse. Et si la plupart des gens perdent de l'argent avec la bourse, c'est qu'ils ne sont pas assez formés et c'est qu'ils n'ont pas assez de tolérance à la volatilité. Car on le voit historiquement, les niveaux des grosses capitalisations, les niveaux des plus gros ETF finissent toujours par remonter, mais beaucoup de gens vendent au mauvais moment. Et donc il est très important de déterminer ton profil de risque avant de commencer à investir. Alors j'ai noté ici trois principaux profils de risque. Le premier profil, c'est le profil très prudent. Ça, ce sont les gens ici qui n'aiment pas la volatilité, qui ont peu de tolérance à la volatilité et qui seraient tentés de se laisser facilement guider par leurs émotions lorsqu'il y a une chute. Donc ici, on peut investir en action pour la performance, mais il faut impérativement des obligations qui ont moins de performance à long terme, mais qui ont plus de stabilité, moins de volatilité. Il faut faire très attention. Si tu penses que si tu vois une chute, par exemple, de moins 20% sur les marchés financiers, tu peux prendre une mauvaise décision, comme par exemple vendre une grande partie de tes positions et donc perdre beaucoup d'argent. Fais très attention à ne pas être surinvesti en action car tu pourrais perdre de l'argent.
C'est bien dommage hein, selon moi, lorsqu'on a un horizon d'investissement d'au moins 10 ans, eh bien on doit être tolérant à la volatilité car on sait que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne va pas vendre. Mais je sais que pour beaucoup de gens, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est la raison pour laquelle, si tu as un profil prudent, il est très important de diversifier les actifs sur lesquels tu investis et tu peux tout à fait investir également dans les ETF obligataires en plus des ETF actions. Le deuxième profil, c'est un profil équilibré. Donc là, j'ai noté des actions majoritairement. Alors le profil prudent en général, c'est bien pour les personnes plus âgées. Typiquement, les personnes à la retraite, il est très important de réduire la volatilité du portefeuille. Portefeuille équilibré, ce ne sont ni les personnes plus âgées ni les personnes plus jeunes, ce sont les personnes qui veulent encore de la performance, mais qui ne veulent pas être vraiment surexposés au marché action qui est plus volatile. Donc ici, actions majoritairement, mais un petit peu d'obligations, un petit peu d'or par exemple pour diversifier. Alors je parle beaucoup d'ETF sur la bourse, mais il n'y a pas de mal également à avoir de l'immobilier. Je suis pas fan de l'immobilier pour tout un tas de raisons, mais en tout cas, lorsqu'on arrive à un gros niveau de patrimoine, il est très important de diversifier. Donc pourquoi pas par exemple avoir sa résidence principale en parallèle. Mais ici, si je me concentre sur le portefeuille boursier qui est le thème de la vidéo, principalement des actions lorsqu'on a un profil équilibré avec un petit peu par exemple d'obligations et d'or pour diversifier. Et enfin le troisième profil qui est idéal lorsqu'on a un horizon d'investissement d'au moins 10 ans, lorsque finalement on ne va pas prendre de mauvaises décisions, on ne va pas se laisser guider par nos émotions s'il y a une chute des marchés, c'est un portefeuille principalement composé d'actions. On pourrait même faire 100% d'actions potentiellement, ce n'est pas mon cas, par exemple j'ai un petit peu d'or, mais notamment les plus jeunes qui veulent vraiment faire de la croissance, tous ceux qui ont la vingtaine qui arrivent en bourse et qui sont formés, bien sûr, on peut tout à fait avoir presque 100% d'actions, typiquement presque 100% sur le marché américain, 100% sur le marché monde. Alors je sais que je vais me faire critiquer peut-être en commentaire, d'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire vos compléments d'information, vos critiques éventuellement, critiques constructives ou vos compliments, je réponds à tous les commentaires. Toujours est-il que lorsqu'on est jeune, on peut se permettre d'être très investi en actions, par exemple sur le marché MSCI World ou sur le marché S&P 500. Sachez également que c'est pas uniquement l'âge qui compte, c'est aussi votre capacité à rester investi quand le marché baisse. Quand on a 40 ans, on peut avoir potentiellement encore plusieurs décennies devant nous. Donc à 40 ans, on peut être relativement jeune, en sachant évidemment que plus on investit tôt pour la stratégie DCA, plus on aura des rendements intéressants sur le long terme, puisque à long terme, via les intérêts composés, ce sont les intérêts qui vont générer eux-mêmes des intérêts. Et donc si vous restez investi sur des marchés financiers plusieurs décennies, le plus gros de votre capital à la fin ne viendra pas du capital investi, mais des intérêts. Quatrième étape pour constituer votre portefeuille boursier via les ETF, c'est de choisir votre enveloppe fiscale. Alors j'ai fait cette semaine une vidéo sur la comparaison entre le compte titre ordinaire et le PEA. N'hésitez pas à aller la voir. Je donne des informations plus précises que les informations que je vais donner dans cette vidéo. Mais il est très important de choisir son compte d'investissement, son enveloppe fiscale, notamment quand on est résident fiscal français, ce qui n'est pas mon cas, mais si vous êtes résident fiscal français, vous avez une fiscalité assez lourde. Fin 2025, la flat tax est à 30%. Alors le compte d'investissement, je dirais classique, utilisé dans le monde entier, c'est le compte titre ordinaire qui est très bien pour avoir une liberté totale. Vous pouvez investir sur absolument tout. Vous n'avez pas de limite de versement. Donc c'est un compte, je pense, que tout le monde devrait utiliser, surtout quand vous arrivez à un certain niveau de patrimoine. Mais pour la stratégie ETF via le DCA en France, je pense qu'il est également très intéressant d'utiliser le PEA qui a une fiscalité intéressante lorsqu'on reste investi au moins 5 ans. Mais comme je dis que j'ai un horizon d'investissement d'au moins 10 ans, 5 ans vraiment, c'est tout à fait faisable. Et c'est idéal pour investir par exemple sur les ETF Europe, si vous souhaitez investir sur l'Europe comme par exemple l'Eurostoxx 50, ou les ETF Monde et États-Unis avec une réplication synthétique. Je le précise, donc le PEA vous permettra après 5 ans de payer donc moins d'impôts, vous aurez les prélèvements sociaux mais vous n'aurez pas l'impôt sur les plus-values, donc ça c'est intéressant en sachant que voilà, vous avez 150 000 € comme limite de versement sur le PEA, donc si vous arrivez à un gros niveau de capital, vous devrez de toute façon conjuguer les deux, ce qui est pour moi de toute façon le combo gagnant lorsqu'on investit en bourse à long terme avec des montants qui vont devenir conséquents sur plusieurs décennies. Cinquième étape, encore plus pratique, maintenant que vous connaissez votre horizon d'investissement, les supports, en tout cas les comptes sur lesquels vous allez investir, vous allez sélectionner vos ETF. Alors l'avantage des ETF, contrairement au stock picking, chose que je ne fais pas ou en tout cas très peu, c'est que vous allez en un seul clic être diversifié. Vous allez investir sur plusieurs centaines, plusieurs milliers d'entreprises en un seul clic. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir 30 ETF, 40 ETF au sein de votre portefeuille. C'est une stratégie très simple. Quelques ETF, c'est largement suffisant. Et le plus simple pour un débutant, c'est d'investir par exemple sur le marché monde ou sur le marché américain. Personnellement, j'ai une préférence pour le marché américain car c'est ce qui a la meilleure performance. Donc le plus gros de mon portefeuille
est investi sur des ETF S&P 500, mais pour un petit peu plus de diversification, un petit peu moins de rendement, en tout cas historiquement, vous pouvez aussi investir sur des ETF MSCI World qui, pour rappel, sont quand même surinvestis sur les États-Unis. Donc finalement, ils ne sont pas très différents des ETF S&P 500, mais ils sont quand même un petit peu plus diversifiés. Vous avez également les ETF All World, quoi qu'il en soit. J'ai fait beaucoup de vidéos sur la chaîne déjà sur les meilleurs ETF qui sont les plus intéressants, que ce soit via le compte titre ou via le PEA. N'hésitez pas à aller les voir pour investir sur les États-Unis, pour investir sur le monde, pour investir sur l'Europe. Le principal est toujours de chercher des frais bas, en général 0,1%, 0,2% maximum. Pour les frais annuels, ça reste intéressant lorsqu'on est résident européen, donc des frais bas. Une bonne liquidité, c'est également important pour avoir des spreads intéressants. Et enfin, une réplication fiable. Alors, la réplication synthétique via le PEA, si vous investissez sur des gros ETF, ça reste ok, il y a une bonne réglementation. Maintenant, personnellement, je préfère détenir réellement les actions, donc je privilégie toujours sur le compte titre les gros ETF avec une réplication physique. Cela me permet de détenir donc réellement les actions sur lesquelles je souhaite investir, typiquement les grosses actions de la tech. Lorsque j'investis sur un ETF S&P 500, n'hésitez pas à faire vos recherches. J'ai déjà parlé dans la précédente vidéo sur PEA compte titre des potentiels risques liés à la réplication synthétique. Je ne fais pas de conseils en investissement, donc à vous de choisir quelle est la réplication qui est la plus intéressante pour vous. Sixième étape, qui est une étape facultative, j'ai noté ici ajouter des satellites. Donc c'est vraiment, on a compris que le plus gros de notre portefeuille sera concentré par exemple sur les États-Unis ou sur le monde, mais il est tout à fait possible d'ajouter d'autres ETF au sein de notre portefeuille avec une petite allocation, typiquement 5%, 10%, 15%. Alors là, ça va vraiment dépendre de votre profil, ça va vraiment dépendre de vos convictions. On peut tout à fait investir sur le Nasdaq, sur les marchés émergents, sur les small caps, sur les obligations, sur l'or, sur les matières premières. Personnellement, j'ai mis depuis quelques années une petite partie de mon portefeuille sur le Nasdaq, j'ai mis une petite partie sur l'or. Je ne mets pas sur, ou en tout cas vraiment très peu sur les marchés émergents. Je ne l'ai pas regretté car le Nasdaq et l'or ont très bien performé, mais ça va vraiment dépendre de chacun, ça va vraiment dépendre de notre tolérance à la volatilité. Encore une fois, quoi qu'il arrive, ici on parle d'une petite partie de notre portefeuille car on parle ici de booster ou de stabilisateur. Sachez tout de même que le cœur de mon portefeuille reste mon ou mes ETF principaux, notamment les ETF S&P 500. Septième étape, définir les proportions. Maintenant qu'on a défini les ETF principaux sur lesquels on souhaite investir et les ETF, je dirais, complémentaires pour ajouter un petit peu soit de stabilisateur ou soit de boost à notre portefeuille, on va définir l'allocation. Donc l'allocation, c'est vraiment la clé de voûte. Alors là, je pourrais donner plusieurs exemples de portefeuille. Je vais donner un exemple qui globalement plaît vraiment à tout le monde. Je dirais donc c'est 70%, éventuellement 3/4, mais disons 70% investis sur le marché monde, donc un ETF MSCI World pour s'exposer à la croissance mondiale aux pays développés et principalement aux États-Unis et à la tech qui depuis quelques années, même si dans les années à venir on ne sait pas ce qui va se passer, mais qui depuis quelques années ont très bien performé. 20% soit sur le Nasdaq si vous aimez vraiment la tech et que vous êtes vraiment persuadé que via l'intelligence artificielle, par exemple les grosses boîtes américaines vont bien performer, soit 20% sur les marchés émergents si vous souhaitez parier sur les marchés émergents. Personnellement pour l'instant les marchés émergents ne font pas vraiment partie de ma stratégie, mais peut-être que dans les années à venir je vais changer un petit peu et en tout cas changer la proportion de mon portefeuille. À vous de faire vos recherches en fonction évidemment de vos convictions. Et enfin 10%, alors soit d'obligations si vous voulez vraiment stabiliser votre portefeuille pour avoir des rendements plus stables. En ce moment, les taux sont intéressants. Si vous souhaitez par exemple investir sur les obligations américaines, il y a également l'or. Personnellement, j'ai investi un petit peu sur l'or. Alors ces derniers mois, ça a vraiment explosé. Donc je suis content, mais de toute façon, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les mois à venir. Et je dirais même, si vous souhaitez pas trop vous prendre la tête sur une proportion et que vous êtes débutant, parce que je vois parfois des débutants qui passent des mois, voire des années à faire des recherches pour savoir s'il faut mettre 70, 72, 75% sur le marché américain ou sur le marché monde, et qui après autant de temps ne sont toujours pas passés à l'action. N'oubliez pas que le principal pour avoir des résultats, c'est de passer à l'action et commencer toujours par des petits montants. Mais par exemple, je donne un exemple concret pour vraiment illustrer mon propos. Un portefeuille 100% investi sur un ETF monde, vous êtes selon moi déjà mieux investi que la plupart des investisseurs qui font du stock picking. Et je ne parle pas que des plus jeunes, je vois des gens des investisseurs qui ont 50, 60 ans qui s'approchent de la retraite
et qui font encore du stock picking depuis des années et qui ont une performance bien très faible au sein de leur portefeuille, voire qui sont dans le rouge tout simplement parce que le stock picking selon moi est bien trop compliqué. Même moi qui ai un master en finance et qui sait étudier la santé financière d'une entreprise, un bilan comptable, je pense qu'il est trop compliqué d'avoir une bonne performance via le stock picking. D'ailleurs, la plupart des fonds actifs, des professionnels de la finance ne font pas mieux à long terme que la performance des indices boursiers. Donc globalement, déjà, si vous êtes investi principalement sur un ETF Monde ou sur un ETF S&P 500, selon moi, vous avez déjà un très bon portefeuille. Oui, il aura de la volatilité, mais si vous êtes investi comme moi sur au moins 10 ans, eh bien, c'est un très bon portefeuille. Je précise également qu'on n'oublie pas le coussin de sécurité. Quand je vous dis par exemple 70% sur le marché monde, 20% Nasdaq et 10% sur l'or, ce n'est pas 100% de vos liquidités. Gardez toujours 3 mois, 4 mois, 5 mois, voire 6 mois de liquidité sur un coussin de sécurité, par exemple sur un livret A que vous pouvez utiliser et sur un livret sur lequel il n'y aura pas de volatilité pour ne pas devoir retirer des fonds. Si vous êtes en période de krach boursier ou de bear market, ce sera vraiment dramatique et vous allez perdre de l'argent si vous procédez ainsi. Donc voilà, n'oubliez pas de garder votre petit matelas de sécurité. C'est très important si vous avez un problème de santé, un problème à la maison ou un problème avec la voiture. 8e étape, là on passe vraiment à la pratique, on met en place le DCA. Donc on a choisi quels sont les ETF sur lesquels on veut investir. On met en place le DCA. Pour rappel, le DCA, c'est investir une somme fixe chaque mois. Donc de façon mensuelle, vous allez rentrer sur un de vos brokers et vous allez investir sur les ETF que vous avez, sur l'ETF ou les ETF que vous avez choisi. Pourquoi c'est hyper puissant cette stratégie, Moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai cette stratégie. En tout cas, au départ, j'ai fait un peu de stock picking, mais j'ai commencé vraiment à être vraiment 100% DCA depuis, je dirais 5-6 ans, en sachant que j'avais déjà commencé progressivement dès mes premières années. Donc pourquoi c'est aussi puissant? Déjà, ça réduit le stress. On ne cherche pas à savoir si le marché est haut, si le marché est bas. On continue d'investir une fois par mois, par exemple sur le marché américain, le marché monde, les marchés émergents, le Nasdaq, l'or, les obligations, peu importe quelle est votre stratégie, on continue à investir de façon mensuelle. Cela ne prend donc que très peu de temps. Cela vous évite également de timer le marché. Je n'ai pas de boule de cristal, je vous le dis tout de suite, personne n'a de boule de cristal. Et il y a une phrase célèbre dans le monde des investissements que je répète régulièrement sur la chaîne: Time in the market beats timing in the market. Autrement dit, être investi sur le long terme, c'est bien plus efficace que de vouloir timer le marché. Et finalement, j'ai noté aussi que cela vous permet de profiter des creux automatiquement, puisque si vous ne cherchez pas à timer le marché, vous allez sans le vouloir investir dans les moments les plus intéressants. Donc ça, c'est ce qui vraiment nous intéresse sur le long terme. C'est la clé d'une stratégie de long terme automatisée. Cela prend très peu de temps. Alors se former, ça prend du temps, ça je le reconnais. Surtout lorsqu'on parle d'argent et d'investissement, ne mettez pas votre argent n'importe où, commencez toujours par des petits montants au départ. Mais lorsqu'après quelques mois, quelques années d'expérience, vous allez avoir des montants conséquents investis et que vous allez avoir le bon mindset pour bien réagir, notamment aux périodes de krach boursier, la stratégie DCA, donc le DCA, cela ne prend que quelques minutes par mois, moi c'est mon cas. Donc c'est vraiment génial et les rendements sont super intéressants. Sur le long terme, je le répète toujours. 9e étape, optimiser les frais et la fiscalité. Alors pour les frais, cela demande de choisir les bons ETF. J'ai déjà dit que personnellement, je ne dépasse jamais, ou en tout cas très rarement, 0,2% de frais annuels pour les ETF. Donc ça, ce sont les frais que la société de gestion facture et qui sont intégrés à la performance de l'ETF. Je choisis également les courtiers les plus intéressants. Les frais sont très différents d'un courtier à l'autre. Typiquement, les banques en ligne françaises comme Boursorama et Fortuneo, elles sont très bien en termes de réglementation, mais elles sont chères pour faire de l'achat et de la vente d'actions et d'ETF. Vous avez d'autres courtiers comme Interactive Brokers ou encore Trade Republic ou même DeGiro, un petit peu plus cher mais ça reste intéressant, qui selon moi sont très intéressants en termes de frais. Donc voilà, j'ai déjà fait des vidéos également sur les courtiers à choisir. Globalement, Interactive Brokers et Trade Republic sont les plus intéressants en termes de frais. Donc ce sont des courtiers sur lesquels j'investis. Et aussi, d'ailleurs, pour baisser les frais, c'est pas seulement le choix du courtier, mais c'est également éviter les ordres trop fréquents. Donc c'est justement l'objectif de la DCA mensuelle, c'est de ne pas faire de l'achat-revente tous les jours comme les traders. Certains vous diront qu'en tradant, on peut avoir une bonne performance. Alors premièrement, je n'y crois pas, car je crois que le trading est vraiment trop difficile, si ce n'est vraiment une minorité de personnes qui ont du génie dans le monde du trading. Et qui plus est, lorsque vous faites de l'achat-revente tous les jours, vous allez vous taper des frais pas possibles. Donc cela va venir réduire votre performance sur le long terme. Et vous le savez que chaque euro non investi ou chaque euro perdu via les frais aujourd'hui, eh bien cela signifie beaucoup moins d'argent sur le long terme de par le processus des intérêts composés et l'effet boule de neige. Donc j'ai parlé aussi des enveloppes fiscales. Vous pouvez aussi investir sur le PEA lorsque vous êtes en France et que la fiscalité est lourde pour à long terme payer moins d'impôts. N'oubliez pas que sur 20 ans, 0,3%, 0,5% de frais en plus, cela peut faire des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros perdus lorsque vous investissez des gros
montant. Cela peut paraître très impressionnant, mais la bonne performance commence dès aujourd'hui avec une optimisation des frais, que ce soit via votre enveloppe fiscale, votre courtier ou encore les ETF que vous choisissez. Et 10e étape, qui est l'étape la plus pratique, mais également l'étape la plus simple, une fois qu'on est formé et qu'on est investi, c'est de rester discipliné. Gardez toujours la même stratégie. On a la stratégie DCA, donc s'il vous plaît, ne changez pas de stratégie tous les 3 mois. Alors je ne fais pas, comme toujours, de conseils en investissement, mais les études le montrent, la stratégie DCA, c'est le plus efficace. Donc construire un portefeuille, c'est bien, mais le tenir dans le temps, c'est tout aussi bien, c'est même mieux et c'est presque plus difficile. Je vois tellement de jeunes qui partent bien, qui se forment, qui commencent à avoir une bonne stratégie à court terme, mais lorsqu'il y a une chute, ils commencent à changer de stratégie. Ils laissent tomber les ETF, je dirais, très vastes et ils vont vers des ETF sectoriels. Ils commencent à utiliser des effets de levier pour rattraper l'argent perdu, mais ils ne font que perdre plus d'argent lorsqu'ils commencent à rechanger de stratégie tous les 2 mois, tous les 3 mois. Donc, pas besoin de changer d'ETF, pas besoin de regarder votre portefeuille tous les jours. Restez discipliné, même en période de baisse. Une fois par an, à la rigueur, vous pouvez vérifier votre allocation, si elle est encore alignée. Et voilà, et si elle correspond bien à vos besoins et à votre profil, typiquement, il est possible d'ajouter au bout de quelques années des obligations lorsqu'on a commencé à investir sur les actions, c'est un exemple. Mais globalement, je dirais le fait de rééquilibrer son portefeuille, cela doit rester vraiment occasionnel, certainement pas tous les mois. Donc la DCA, elle est quand même très simple. Le but, c'est de ne pas se laisser guider par ses émotions et tenir dans le temps, rester patient, rester discipliné. La patience, c'est certainement la valeur la plus importante lorsqu'on a une stratégie ETF via le DCA comme moi, et lorsqu'on tient sur le long terme. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'investis, on voit des résultats impressionnants, mais ces résultats, on les a au bout d'un certain temps, donc il faut être patient. Voilà donc les 10 étapes pour se construire un portefeuille en bourse, pour investir sur les ETF via le DCA. Vous le voyez, la clé, ce n'est pas la complexité, franchement, c'est pas si complexe que ça, c'est pas si compliqué. Par contre, la clé, c'est déjà de se former, bien sûr, mais surtout la régularité sur le long terme, et avec ça, vous pourrez vous constituer un portefeuille donc simple, solide et vraiment adapté à la stratégie sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire comment est-ce que vous avez constitué votre portefeuille, quel est votre horizon d'investissement, vos ETF, les courtiers sur lesquels vous investissez. Je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur la stratégie ETF via le DCA, et je vous dis à très bientôt. Salut!